projet 3D Info, c'est un projet qui est porté par la CST. Alors, j'avais une slide pour vous présenter la CST, mais vu que vous y êtes déjà, je pense que vous nous connaissez, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Donc je vais passer très vite là-dessus. Mais je vais insister sur un sujet qui nous est assez cher, c'est la question de l'open source. On a plusieurs projets sur lesquels il y a une stratégie open source. On a travaillé sur un format de fichier qui s'appelle le CPP notamment, sur lequel on est assez impliqué depuis la création. Et sur ce sujet-là, par exemple, il y a une contribution open source. L'open source, il nous paraît important comme approche, hein, parce que nous, quand on travaille sur un sujet, il nous semble que c'est au secteur qu'il faut qu'on le reverse et qu'il faut que ce qu'on a fait soit accessible à tous. Le deuxième sujet, c'est celui dont je vais vous parler, c'est 3D Info, qui lui aussi est en open source et disponible en ligne. Et puis il y a un projet plus ancien que j'ai mis un peu pour mémoire, qui est une contribution certes beaucoup plus modeste, mais voilà, pour dire que le sujet nous avait déjà effleuré il y a quelques années. Alors, qu'est-ce que c'est que 3D Info? 3D Info, c'est une visionneuse, d'un format qui s'appelle l'USD. Donc l'USD, c'est un format qui vient de chez Pixar, hein, qui a été utilisé en interne chez eux et qui a été poussé et qui est comment dire, sur lequel il y a une volonté de Pixar de le généraliser à d'autres. Donc c'est une description de scène 3D. C'est il a cette particularité, ce format-là, de permettre un découpage en couches. Donc ça permet de répartir la description d'une scène 3D en plusieurs fichiers différents. Et chaque corps de métier peut travailler sur la couche qui le concerne. Donc on peut avoir la modélisation dans une couche, on peut avoir les lumières dans une autre couche, par exemple. Après, ça s'organise en fonction de la façon de travailler de celui qui l'utilise. Voilà. Alors, nous, on a une petite culture sur l'interopérabilité parce que ça nous semble être un des aspects de la qualité à la CST. Et c'est vrai que l'USD, quand on a commencé à regarder, moi, je suis tombé de ma chaise quand j'ai vu qu'il n'y avait pas de description formelle du format, que c'était en fait du code et que en creux dans le code était défini le format. Donc, c'est pas très étonnant de la part de Pixar, mais c'est vrai que ça convient pas vraiment pour quelque chose que nous on perçoit comme étant quelque chose qui est susceptible de devenir un standard. Heureusement, c'est là qu'intervient l'AOUSD, donc qui est une association, une alliance, hein, for OpenUSD, et qui notamment permet de définir une gouvernance qui ne dépend pas que de Pixar, et ce qui pour un certain nombre d'acteurs comme Unreal par exemple était sensiblement important. Il y a d'autres petits acteurs minuscules comme Nvidia qui s'intéressent au sujet. Voilà. Donc voilà, je vous l'ai dit, hein, nous ce qui nous intéresse dans USD, c'est le fait que ça nous semble être un bon candidat pour une démarche collective. Et il nous semble qu'il y a tous les signes qu'il faut pour aller vers ça. Donc ça permet d'échanger de manière interopérable des scènes sans dépendre des formats propriétaires des différents éditeurs et modeleurs 3D. Donc j'en arrive à 3D Info. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une visionneuse de scène 3D. Donc ça permet de visualiser, et j'ai mis à noter, mais pas encore, mais à terme ça permettra d'annoter les scènes, et on essaie de trouver la manière la plus intelligente de le faire pour que ça soit associé aux outils de production et pas que ça soit un format spécifique standalone. L'idée c'est que l'interface soit la plus dépouillée, la plus sobre possible. Parce que bon, il existe d'autres visionneuses USD, mais qui sont très très chargées et très très techniques. Et l'idée, c'était de fournir un outil qui soit possible de proposer, notamment aux professionnels de notre secteur, avec un moyen simple de visionner les scènes. Et on le veut multiplateforme. Alors pour le moment, c'est Windows et Linux, et on réfléchit à un portage Mac. Alors, on est accompagné depuis le début par deux partenaires, Plateau Virtuel et Loops Creative, qui nous font du feedback sur ce qui a été développé. Et c'est vraiment intéressant, et puis ça permet pour nous d'orienter les priorités dans le développement. Voilà, donc c'est un travail qui est mené par
par Frédéric Fermont, à qui je profite pour rendre hommage au travail. Et donc, il n'est pas avare de petites présentations du logiciel. Il en a fait une au MIFA, c'est-à-dire le marché d'animation d'Annecy, en juin dernier. Et puis, il a présenté la version suivante, la version bêta 2, au RADI il y a 2 semaines. Il y a 1 semaine même, c'était la semaine dernière, c'est tout frais. Et donc, là, je vais vous proposer une petite démo qui est enregistrée. Je vais commenter au fur et à mesure. Et simplement, voilà, je précise que la scène animée a été proposée par Supa Monks, qu'on remercie pour leur confiance. Voilà, donc comme vous le voyez, hein, c'est une interface assez dépouillée. On a essayé que la vue de la scène prenne le maximum de place. Sur la gauche, vous avez la hiérarchie qui correspond à la façon dont les objets sont structurés dans j'ai failli dire le fichier, mais dans les fichiers, puisque je vous ai dit qu'il pouvait y en avoir plusieurs. Et ce que vous voyez en dessous, c'est USD Layer, c'est justement ces couches-là, c'est les différents fichiers dans lesquels les informations qui concernent 3D Info sont stockées. Alors, on peut évidemment se déplacer dans la scène. On peut orbiter autour des objets, on va vous le montrer juste après. Il y a des raccourcis divers. Donc là, il y a une option qui permet de faire un focus sur un objet en particulier. Et une fois qu'on a fait le focus sur cet objet-là, on peut orbiter autour. Donc ça permet de faire une revue d'un objet en particulier. Voilà. Typiquement, par exemple, un chef d'éco voilà, qui voudrait voir comment tel meuble a été proposé à la prévisualisation. Là, voilà, autre exemple de focus sur un objet. Là, ce que vous avez vu juste à l'instant, le petit clavier, il permet de retrouver les raccourcis clavier. L'idée, c'est que ça soit le plus intuitif possible. Voilà, on peut afficher le maillage de l'objet, bien sûr. Et ensuite, ce qu'on va vous montrer dans cette petite présentation, c'est le fait qu'on peut afficher les purposes. Alors là, on charge une autre scène pour ça. Là, c'est une scène qui est assez connue des gens qui pratiquent l'USD. C'est une scène qui a été proposée par Pixar qui s'appelle The Kitchen. Et qui est assez riche et qui permet de voir assez bien comment est structuré un fichier. Et là, ce qu'on montre, c'est qu'on utilise Storm, qui est un moteur de rendu qui est proposé par Pixar, et que c'est le même que dans les outils Pixar, donc que vous voyez vraiment la même chose dans 3D Info que dans les outils Pixar. Donc là, l'autre chose là, qu'on montre ici, c'est que quand on modifie une scène, voilà, donc là c'est un éditeur de scène. Là, on bouge la chaise, on bouge la table, juste pour vous montrer que quelque chose a bougé dans la scène et qu'on peut, vous allez le voir, qu'on peut recharger la scène, dans USD, que ça n'empêche pas de travailler de manière collaborative. Voilà. Donc là, comme vous le voyez, la chaise a bougé et le bol de céréales est en suspension. Voilà. Alors, donc l'étape d'après, on va vous montrer une autre scène, c'est pour vous montrer justement cette question de purpose. Alors en fait, dans une scène USD, on peut stocker plusieurs descriptions d'un même objet. Il y a un mode proxy, donc avec peu de polygones. Là, quand on affiche le maillage, on voit qu'il y a assez peu de polygones. Et il y a une version dite render qui est destinée au rendu final, qui est beaucoup plus détaillée. Donc on peut basculer dessus en changeant les purposes. Là, vous voyez qu'on vient de basculer sur quelque chose de beaucoup plus détaillé, qui est évidemment plus lourd à manipuler. Hein. Donc c'est pour ça que le mode proxy existe, parce qu'il permet de se balader très facilement dans la scène. Mais par contre, pour le rendu, on préfère évidemment travailler avec une version plus fine et on peut basculer de l'une à l'autre. Voilà. Alors, le temps que ça se charge, voilà. L'étape d'après, donc
là, c'est une scène. Donc la première chose qu'on veut vous montrer, c'est qu'on peut aller sélectionner une caméra qui est présente dans la scène, parce que là, évidemment, vu d'ici, la scène qu'on vous présente n'a pas beaucoup d'intérêt. En tout cas, ce que vous pouvez voir, c'est qu'elle est animée. Et ça, c'est une des dernières features qui a été apportée dans le logiciel. C'est que maintenant, on peut jouer les animations qui sont présentes dans les scènes. Et donc oui, là voilà ce que je vous dis, on peut sélectionner la caméra qui est dans la scène, et là évidemment on a un point de vue sur les personnages qui est un peu plus approprié que la vue générale qu'on pouvait avoir avant. Voilà. Voilà, donc ça a été un assez gros chantier de rajouter les animations, parce qu'évidemment ça pose pas mal de questions de temps réel qui viennent se rajouter au rendu de la scène. Et donc, bah, pareil, hein, les options dont on a parlé avant restent possibles. Afficher le maillage, ne pas afficher le maillage, basculer des purposes proxy à render, ça reste possible. Donc, on a une roadmap hein, que vous pouvez consulter en ligne. C'est un Trello et sur lequel vous verrez les différents points sur lesquels on va travailler. La chose à laquelle on réfléchit, c'est un mécanisme de plugin pour pouvoir s'insérer facilement dans d'autres logiciels sans écrire des choses spécifiques dans 3D Info, notamment par rapport à l'idée des logiciels de gestion de production où on ne va pas développer 50 mappings différents le jour où il y aura les annotations. Voilà. Alors, le projet, il est développé par deux alternants qui sont succédés chez nous à la CST, de développeurs de grands talents. On a eu d'abord Samy Amara qui a participé à toute la mise en place du projet, notamment toute la partie découverte du framework. Et depuis, pas ce mois de septembre, mais depuis le mois de septembre de l'année d'avant, on a Sacha Legrand qui du coup fait une continuité sur 2 ans. J'encadre tous les aspects un peu techniques et toutes les grandes discussions qu'il y a autour de l'architecture du projet. Et puis Frédéric, comme je l'ai mentionné, fait la discussion avec un certain nombre d'utilisateurs et nous remonte en général plein d'idées. Voilà, donc vous pouvez aller voir sur le repo. Sur le repo, il y a un README, puis ça vous renvoie à tous les autres liens que j'ai partagés. Voilà, n'hésitez pas à revenir vers moi.